qui facilite l'apprentissage, que ce soit de connaissances ou de compétences. Quels sont les mécanismes les plus importants dont nous devons tenir compte, nous, enseignants, pour faciliter l'accès au savoir de nos élèves? Cette vidéo va vous proposer des pistes de réflexion, mais également une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau au moment où nous apprenons. Parmi ces éléments, la confiance en soi est essentielle. Un article portant sur la manière de la développer à travers l'évaluation, et plus spécifiquement l'auto-évaluation, vous est proposé dans le dossier articles et ressources complémentaires. Si on en croit le modèle constructiviste, on construit ses connaissances comme on construit une maison. Mais si on accepte l'idée que nos connaissances se construisent dès notre naissance, cela signifie que lorsque les enfants arrivent à l'école, la maison est déjà construite. Alors comment faire? Car même si cette maison est mal fichue, c'est une construction personnelle qui permet à l'individu de donner du sens au monde qui l'entoure et donc d'y avoir un certain pouvoir. Quitter cette maison ou la détruire, comme le proposait Bachelard, c'est se mettre au péril, risquer de perdre le peu que l'on possède déjà. Il faut donc penser rénovation, transformation, en passant par une déconstruction, reconstruction, comme le propose Jourdan, en tenant compte des spécificités de l'élève pour lui offrir un environnement didactique favorable. La construction d'un environnement didactique spécifique et adapté à l'enfant, en l'occurrence le jeune enfant, a été l'un des fondements du développement de la pédagogie de Maria Montessori. 4 éléments fondamentaux sont ainsi mis en avant par cette pédagogue du début du XXe siècle, éléments validés par les recherches neuroscientifiques menées par Stanislas Dehaene en ce début du XXIe siècle. Regardez attentivement ces 2 vidéos et repérez ces 4 éléments fondamentaux. C'est OK? Vous les avez repérés? Alors revenons au mécanisme qui préside à la transformation des conceptions. Pour oser déconstruire et transformer notre cabane, pour en faire une maison plus solide et plus agréable, c'est-à-dire lâcher un peu de ce savoir qui nous rassure et prendre le risque d'apprendre, nous sommes confrontés à une barrière d'activation qui rend cette étape difficile à franchir et souvent rédhibitoire, voire impossible. Ce qui conduit à l'échec par découragement. Et comme dans une réaction chimique où l'on excite les molécules pour permettre une transition, il va falloir exciter le cerveau de notre apprenant pour qu'il atteigne plus facilement cet état de transition propice à la transformation de ses conceptions. Cet état d'excitation, c'est tout simplement la motivation. Dans l'environnement didactique que nous allons découvrir, plusieurs pistes vous permettront de mieux comprendre comment se construit cette motivation. Vous avez repéré les 4 éléments importants dont parle Dehaene et qui reprennent ce que Maria Montessori proposait déjà dans sa pratique avec les tout-petits. Il faut rester conscient que les expériences en neurosciences sont faites avec des enfants très jeunes, voire des bébés. Il convient donc de transposer ces éléments sur nos élèves, tout comme j'essaye moi aussi de les transposer pour vous dans un niveau tertiaire d'enseignement. Voyons donc ce que André Jourdan, à travers le prisme du modèle allostérique d'apprentissage, nous propose comme environnement didactique pour que l'élève ait toutes les chances d'apprendre. Apprendre côté élève. Voyons ce dont il a besoin. Commençons par « j'apprends si ». Pour apprendre, voici ce dont l'élève a besoin comme environnement didactique, c'est-à-dire comme environnement d'apprentissage. Tout d'abord, la confiance. Confiance en soi, construction de l'estime de soi par la confiance que l'on va recevoir de son entourage, bien sûr familial, mais également scolaire. Ressentir que l'enseignant nous estime capables d'apprendre est essentiel. Pour ce faire, il faut également avoir confiance dans la situation proposée. D'abord le climat de classe et ensuite le travail proposé adapté parfaitement à nos capacités. Ce n'est que lorsque l'élève a assez confiance en lui, en sa capacité d'apprendre, qu'il osera lâcher ses conceptions, ses croyances, ses idées erronées pour un savoir plus juste d'un point de vue scientifique. N'oublions pas que nos conceptions sont nos clés de compréhension du monde et qu'il nous faut une certaine dose de courage ou justement de confiance en soi pour se dire qu'on peut s'en passer le temps de comprendre mieux ou autrement. Deuxième élément essentiel pour apprendre, c'est de trouver
un plus aux apprentissages. Ce plus, ça peut être un intérêt personnel, mais aussi du plaisir, un sens donné au savoir. Il faut donc que l'élève se sente concerné, interpellé, questionné, pour pouvoir avoir envie d'apprendre. Cet élément fait partie de l'attention relevée par Dehaene et Montessori. Nous avons parlé des conceptions, eh bien il est essentiel que l'élève puisse prendre appui sur ces conceptions. Que ce ne soit pas uniquement des obstacles qu'on lui renvoie, mais qu'on lui montre aussi qu'il sait déjà quelque chose et que ces conceptions peuvent devenir des appuis, des outils pour apprendre. Mais il faut aussi qu'il comprenne les limites de ces conceptions. Et ce n'est qu'à travers la confrontation, le moment où il sera légèrement déstabilisé, soit par les autres, dans le conflit socio-cognitif, soit par la réalité, dans le conflit cognitif, ou bien par justement l'enseignant qui lui amène une réflexion qui va le bousculer dans ses croyances. Et ce n'est que ce moment-là qu'il va réellement être attentif à ce qu'il fait et s'engager activement dans l'apprentissage, comme le préconisent Dehaene et Montessori. Il faut ensuite que l'élève puisse ancrer les données apprises, qu'il puisse faire des liens, qu'il trouve aussi des aides à penser, des symboles, des schémas, des analogies, des métaphores, des modèles. C'est la raison aussi pour laquelle moi-même j'utilise beaucoup d'analogies, de métaphores. J'essaye de faire des références à la pratique professionnelle pour que vous puissiez aussi faire des liens et mieux assimiler la théorie que je vous apporte. J'utilise aussi des gags, des images pour que vos sens soient stimulés d'une manière différente. Et c'est qu'en tissant ces liens, comme on le ferait dans une carte conceptuelle, que l'on va pouvoir réellement ancrer les données. Tous ces éléments-là participent à ce retour sur erreur dont parlent Dehaene et Montessori. C'est un feedback direct donné par la réalité sur notre apprentissage. Dernier élément, il faut essentiellement mobiliser son savoir pour pouvoir ancrer les données. Si on ne réutilise pas un savoir, si on ne l'utilise pas dans différents contextes, il y a fort peu de chances qu'on puisse ancrer les données, faire des liens et donc apprendre. Mais il faut aussi prendre conscience de la manière dont on apprend. Ce fameux apprendre à apprendre. Tout cela participe à la consolidation, ce dernier élément important relevé par Maria Montessori et Dehaene. Et donc en apprenant comment notre cerveau fonctionne, c'est-à-dire comment moi j'apprends, de quelle manière j'apprends personnellement, quels sont mes propres besoins, que je vais devenir autonome dans mon apprentissage. Cet environnement didactique pousse l'enseignant à modifier sa posture. Son rôle prend alors des formes différentes dans lesquelles celui de transmetteur de connaissances disparaît presque totalement. Donc, côté prof, que doit-il être? Si je reprends maintenant mon schéma de « j'apprends si » et de tous ces items, eh bien, je vais pouvoir mettre des rôles différents en fonction des différentes phases. La première phase, c'est que, en tant qu'enseignant, je vais devenir un dédramatiseur. Cette dédramatisation va peut-être porter sur la discipline elle-même. Certains élèves se sentent incapables d'apprendre les maths, les sciences, une langue. Il faut donc dédramatiser la discipline abordée, dédramatiser la situation pour permettre à l'élève de se sentir assez confiant dans ses capacités d'apprentissage pour entrer dans l'apprendre. Pour que l'élève puisse y trouver un plus, un intérêt, un plaisir, du sens, il faut que ce savoir soit contextualisé. Et c'est là l'importance d'être metteur en scène. Nous avons vu aussi que l'élève doit pouvoir s'appuyer sur ses conceptions, mais que celles-ci doivent aussi être légèrement déstabilisées pour que l'élève comprenne les limites de ses connaissances et de ses raisonnements. Et à ce titre-là, l'enseignant devient un perturbateur. Mais en même temps, il doit être un accompagnateur. Car s'il perturbe trop, l'élève perdra sa confiance en lui et ne pourra pas apprendre.
Il faut donc l'accompagner, mais sans toujours lui donner la main, parce que sinon, il n'arrivera pas dans une certaine autonomie, le dernier rôle que doit tenir l'enseignant. Être un développeur d'autonomie dans l'apprendre, afin que nos élèves apprennent à apprendre et puissent continuer ces apprentissages tout au long de leur vie. Vous voyez que ces différents rôles sont ceux d'un coach. Un coach s'intéresse à l'individu, à son potentiel, et va pousser l'individu pour développer ce potentiel. Mais il va aussi être attentif à ne pas le pousser trop loin pour qu'il ne se lasse pas, pour qu'il ne se décourage pas. Et c'est là le rôle d'un véritable coach. Sans la confiance en soi et l'estime de soi qui fait que nous nous sentons capables d'apprendre, cet acte s'avère très difficile, voire impossible. Cette confiance, qui n'appartient pas seulement à l'environnement scolaire, mais bien sûr avant tout familial, est extrêmement fragile et il faut très peu de choses pour la perdre. La vidéo que je vous propose, dont vous trouverez le lien dans Accès vidéo externe, montre comment l'élève peut la perdre très rapidement durant le temps d'un simple test. Un article sur le développement de la confiance en soi en lien avec l'évaluation est également mis à votre disposition.